Bien, deuxième sujet maintenant, c'est le Mali. Le mouvement de contestation a rejeté samedi 18 juillet un compromis proposé par la médiation ouest-africaine prévoyant le maintien au pouvoir du président Ibeka, dont il continue de réclamer la démission, menée par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. L'équipe de médiation dépêchée mercredi au Mali par la CEDEAO a de nouveau rencontré vendredi soir le mouvement du 5 juin, l'alliance qui défie le pouvoir dans la rue. Les propositions de solution de la mission de la CEDEAO ne correspondent absolument pas aux aspirations et attentes exprimées par le M5 RFP et portées par l'écrasante majorité du peuple malien, a signifié le mouvement dans un communiqué à l'issue de la réunion qui s'est achevée tard dans la nuit. David Jabwavi, est-ce que vous diriez ici que cette nouvelle mission de la CEDEAO a à nouveau échoué? Oui, selon les conclusions issues du rapport qui a été présenté, en tout cas, c'est un échec, puisque la mission de la CEDEAO avait l'obligation de revenir avec des résultats. Malheureusement, les protagonistes de cette crise ne se sont pas accordés sur certains points, notamment les manifestants qui posent des exigences un peu au-delà de certaines réalités. Ils vont jusqu'à demander la démission carrément du président Ibeka. Le fait qu'il n'ait pas obtenu cette démission pour eux, ils n'accepteront pas de s'associer à cette démarche initiée par la CEDEAO dans la recherche de solutions face à cette crise politique. Et donc aujourd'hui, les manifestants ou ceux qui composent le mouvement au Mali estiment que la solution viendrait du camp de Ibeka, d'accepter, en acceptant sa démission ou en proposant sa démission à l'ensemble du peuple malien. Je crois que toutes les balles ont été tirées. Hein. Il y a déjà beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Certaines exigences du mouvement ont été prises en considération et ont été exécutées dans le temps. La formation, la démission du gouvernement, la démission de la Cour constitutionnelle, l'annulation de d'une partie du processus électoral lors des dernières élections législatives, la démission du fils du président, etc. Il y a eu quand même des exigences qui ont été entendues et mises en exécution par le camp en face. Maintenant, comme on le dit souvent, en politique, il faut mettre la barre très haute pour avoir ce que vous exigez d'avoir. La solution qu'il y a aujourd'hui pour les manifestants, c'est la démission de Ibeka, ce qui n'est pas contenu dans l'agenda du président, puisqu'il estime avoir été élu officiellement et démocratiquement à la suite d'une élection qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Alors, est-ce que Ibeka va écouter le langage de la rue? Est-ce qu'il va écouter la voix des manifestants pour se dire j'accepte de me sacrifier pour libérer ou pour sauver mon pays et que pour cela je démissionne? C'est un peu ça l'interrogation. Et donc la mission de la CEDEAO avait fait ce qu'elle pouvait faire et ça s'inscrit dans la démarche de la recherche de solutions politiques face à des crises. C'est pas la première fois que cette mission est diligentée dans d'autres pays. Aujourd'hui, la situation est devenue tendue et la corde sur laquelle les deux protagonistes sont en train de tirer risquerait de se casser à tout moment. Est-ce que finalement cette nouvelle mission de la CEDEAO était en opération de sauvetage Ibeka? Parce que à la fin, la mission a dit sur l'exigence de démission du président que pour elle, c'est une ligne rouge. Oui, je crois qu'il faut comprendre les termes contenus dans le communiqué de presse de cette mission de médiation. C'est une mission de médiation, ce n'est pas une mission d'interposition, mais c'est une mission de médiation pour essayer de rapprocher les deux parties et d'arriver à cette conciliation sur des positions assez tranchées. Donc la mission de la CEDEAO qui a été conduite par l'ancien président nigérian avait pour obligation de faire asseoir toutes les parties. Dans un premier temps, comment est-ce que ça se passe? On reçoit les différentes parties séparément. Chacun donne sa lecture de la situation et chacun fait des propositions de sortie.
Par exemple, quand on discute avec la partie présidentielle, donc les situations, les faits sont là, mais on demande comment est-ce que cette partie présidentielle pense, disons, calmer le jeu, quelles sont les concessions, jusqu'où cette partie présidentielle peut aller. Et c'est le même exercice qui est fait après avec la partie qui revendique, et on fait un autre exercice avec les acteurs de la société civile. Parce que les acteurs de la société civile, c'est comme l'échantillon de la population. Donc, il faut écouter également ces populations pour savoir quelles sont, disons, leur position, bien leur lecture de la situation. Donc là, sur ce point de vue, on ne peut pas dire la mission de la CEDEAO a fait de son mieux, et la mission de la CEDEAO, dans son communiqué de presse même, a dit que les efforts se poursuivent. Les efforts se poursuivent. Certes, il revenait à cette mission de faire un coup d'essai, un coup de maître, lorsque on serait devant une situation comme quoi il y a un relevé de conclusion et que toutes les parties y adhèrent. Mais on n'a pas assisté à ça. Et à la CEDEAO, en parlant de cette ligne rouge-là, la CEDEAO ne commettrait jamais cette erreur de demander à un président démocratiquement élu de débarrasser le plancher. La CEDEAO le ferait que ça va être dupliqué dans les autres pays, alors que c'est anticonstitutionnel cette façon de procéder. Mais la médiation de la CEDEAO a eu aussi des points assez positifs, parce que le sujet des dernières législatives a été discuté, et là, cela a connu des évolutions, parce qu'il faudrait annuler les résultats, voir ce qui doit être fait pour que la tension puisse baisser. Et également, la CEDEAO a obtenu de la partie présidentielle cette urgente nécessité de procéder à la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ça, ce sont les avancées, ce sont des résultats de cette mission de médiation. Mais maintenant, en même temps, c'était déjà des ouvertures qu'IBK a concédées. Oui, ce sont des ouvertures, mais en ce moment-là, la partie adverse aussi campait sur la position, parce que pour les acteurs de la contestation, c'est obtenir coûte que coûte la démission d'IBK. Et la CEDEAO ne pourrait jamais proposer cela, parce que la CEDEAO ne voudrait pas que cela, une mauvaise pratique, fasse cas d'école dans d'autres pays. Maintenant, la CEDEAO a proposé le maintien du président jusqu'à la prochaine élection présidentielle, mais il faut gérer le pouvoir ensemble. Gérer le pouvoir ensemble, c'est participer à tous les paliers de décision. Donc, je crois que le mouvement de contestation ferait mieux de moins durcir sa position, parce que lorsque vous êtes en position de force, vous ne savez pas l'exploiter, ça devient après disons une position de faiblesse un temps soit peu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ou bien les populations répondent à leurs appels dans les rues, mais cela ne voudrait pas dire que cela va être continuel. Donc, il peut y arriver un moment où les populations ou bien leurs militants, leurs sympathisants seraient fatigués de battre le pavé. Donc là, ils doivent être vraiment dans l'anticipation aussi, et ils doivent se rendre à l'évidence, se dire que ça ne serait pas facile d'obtenir la démission du chef de l'État. Alors, mais ce que propose la CEDEAO comme solution, d'abord, elle a écarté la demande de démission du président, elle a écarté ça complètement. Elle propose donc la recomposition de la Cour constitutionnelle. La nouvelle va donc revenir sur la décision qu'avait prise l'ancienne Cour d'invalider un certain nombre de listes. Un gouvernement d'union nationale. Sur ce thème également, les deux parties ne s'entendent pas, parce que la contestation demande un gouvernement de transition. La CEDEAO propose un gouvernement d'union nationale. La contestation n'est pas au pouvoir, même si elle arrive à mobiliser les Maliens dans les rues. Il y a un président qui a été élu démocratiquement, et ce président a accepté de faire des concessions. Il en a fait. Je crois que pour l'intérêt du Mali, les contestataires doivent aussi comprendre la nécessité d'aller vers la recherche de solutions pour permettre au Mali de rebondir. Ça n'arrange aucune des parties que le Mali soit bloqué dans ces mouvements populaires chaque semaine. Non, le gouvernement, le camp de IBK propose le partage des pouvoirs dans le gouvernement.
On parle de 50 portefeuilles, pour 50% pour quelqu'un, 30% pour l'autre, 20% pour la société civile. Je pense que c'est quand même assez fort. Et quand vous allez accepter de rentrer dans le gouvernement, vous aurez un regard de contrôle sur ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement aujourd'hui pour que les contestataires comprennent que la solution peut venir aussi d'eux? Si Ibeka doit forcément démissionner, est-ce que en démissionnant, le Mali va se mettre à l'abri des problèmes qu'il rencontre? Est-ce que ce sera un nouveau départ pour le Mali? Oui, parce que ce que eux ils disent, c'est que ils ont eu cette phrase que les propositions de la médiation ne tiennent aucunement compte du contexte sociopolitique et des risques majeurs que la gouvernance Ibeka fait peser sur l'existence même du Mali en tant que nation, république et démocratie. Donc pour eux, tous les mots du Mali se résument en Ibeka. Non, pas seulement lui. Vous savez, Ibeka n'a pas amené le terrorisme au Mali. Hein. Il est arrivé à un moment où le Mali est rentré en combat avec le terrorisme. Et donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il continue encore de le faire. Et donc, si les contestataires ne se retrouvent pas dans la gestion que Ibeka fait de la crise politique aujourd'hui, la question est de savoir si Ibeka accepte de démissionner. Est-ce que ça permettra au Mali de retrouver tout ce qui a été cité dans cette portion de phrase? Est-ce que le départ de Ibeka est la solution finale? C'est-à-dire que au pire des cas, si Ibeka démissionne aujourd'hui, est-ce que le Mali va être à l'abri du terrorisme? C'est un peu ça. Vous savez, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ça concerne tout le monde, et l'opposition, et le parti au pouvoir, etc. Et donc, il faut que ce soit ensemble, qui se mettent ensemble pour trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a cette force mobilisation populaire dans les rues. C'est vrai que la contestation, quand elle appelle, les gens sortent. La dernière fois, il y a eu des morts et des blessés, etc. C'est bien beau quand il y a beaucoup de monde dans la rue pour réclamer le départ de Ibeka. Mais vous oubliez qu'aujourd'hui, Ibeka, c'est lui qui est au pouvoir. Il a l'armée avec lui. Et il n'est pas encore prêt pour démissionner, puisqu'il a dit lui-même, sa démission, en tout cas, doit relever de la volonté de la population, et cette volonté ne doit se manifester que dans des élections, au cours des élections présidentielles. Alors, si aujourd'hui la contestation peut aller jusqu'à même proposer des élections anticipées pour s'assurer véritablement que ça revient au même. Oui, mais on ne peut pas. S'il manifeste pour faire partie un président élu démocratiquement, alors là, je pense que ça risquerait de plonger le Mali dans une situation auquel il ne pourra pas faire face. Le problème du Mali, il est différent. Il y a d'abord, c'est pas comme c'est un peu complexe aussi. Il y a la crise sociale, la crise financière, les corruptions, la question de corruption, la question de terrorisme, etc. L'instabilité politique, c'est tous ces mots-là qui gangrènent aujourd'hui le cas du Mali. Et donc pour la volonté d'une partie de la population malienne qui réclame que Ibeka part, pour sa volonté, si Ibeka part, est-ce que le Mali ne risquerait pas d'être totalement envahi par le terrorisme? Parce que vous avez vu un peu ce qui se passe depuis le début. Ça fait quoi, 5 ou 6 ans que le Mali fait face à ce terrorisme. Il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, il y a aussi la position de l'imam Mahmoud Dicko. Normalement, dans ce genre de situation, on aurait aimé que ce soit lui qui joue la médiation. Il est finalement un des protagonistes. La CEDEAO a discuté même avec lui séparément des autres. C'est finalement lui qui a la clé. Il suffit qu'il accepte les propositions pour que ça passe, ou c'est arrivé à un niveau où ça le dépasse aussi. Non, mais on ne peut pas dire que la situation le dépasse, parce que si les gens sont dans la rue, la plupart de ces personnes se reconnaissent en cet imam. Donc, il va falloir qu'il se surpasse aussi. C'est vrai, à un certain moment, il a été considéré comme un faiseur de roi. Mais lorsque vous ne savez pas bien jouer votre partition, ça peut vous desservir. Donc aujourd'hui, il a la solution de pacifier le Mali, ou bien de rapprocher les positions pour que le Mali redécolle sur le plan politique. Donc il doit avoir, disons, cette humilité aussi, cette sagesse de ne pas trop tirer, comme le disait David, sur la corde, parce que lorsque vous tirez trop sur la corde, c'est inévitable qu'elle se casse. Et là,
lorsque la partie, le pouvoir en place, ou bien la partie présidentielle aussi, se rendra à l'évidence extrême que la partie en face ne voudrait pas aussi lâcher autant de l'Est, l'autre partie aussi va être campée. Et là, va s'instaurer un dialogue de sourds. Et le dialogue de sourds n'ira pas systématiquement à l'avantage de la partie qui déverse les gens, les populations dans les rues, mais le pouvoir en place a des méthodes, a des outils aussi pour s'imposer. Donc ils ne veulent pas aller, disons, à une résolution par la force. C'est vrai, le parti présidentiel a été un peu secoué dans son intérieur, mais ce n'est pas un parti, le parti au pouvoir qui est assez affaibli qu'on le prétendrait. Donc aujourd'hui, l'imam Mahmoud Dicko doit sauver le Mali. Et sauver le Mali, c'est montrer l'exemple qu'il peut mettre de l'eau dans son vin. Et il en a l'obligation. Et vous verrez que les efforts de négociation, de médiation de la CEDEAO se sont concentrés beaucoup plus sur sa personne. Sur sa personne, parce qu'on sait qu'il est très écouté. Si lui, aujourd'hui, il comprend certaines réalités, s'il change de langage, il appelle à l'apaisement, s'il appelle, disons, à une unicité d'action pour sauver le Mali, donc les populations vont s'assagir aussi. Donc, en même temps, qu'ils mettent de l'eau dans son vin, est-ce que ça veut dire qu'ils acceptent les propositions de la mission? Non, les propositions de la mission ne sont que des sujets ou bien des titres puis des intertitres. Le contenu est laissé à leur appréciation. Prenons par exemple l'idée du gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale, quand on va donner à cette partie revendicatrice 30% des portefeuilles, donc c'est déjà quelque chose d'assez sensible. Et au côté de ces 30%, il y a les 20% qui reviennent à la société civile. Et on sait qu'il y a toujours une symbiose, une synchronisation entre les acteurs politiques qui se réclament de l'opposition et puis une frange assez considérable des acteurs de la société civile. Donc, s'ils savent jouer bien leur rôle, ils peuvent encore glaner des soutiens au sein de ces 20% de la société civile pour essayer d'équilibrer les choses. Parce que le parti au pouvoir aura les 50%. Les 50%, ça c'est naturel parce que ils sont là-bas, ils sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont gagné des élections. Mais il faudrait que les contestataires enlèvent de leur tête que facilement ou bien lorsqu'ils vont multiplier les manifestations, ils arriveront à arracher la démission d'IBK. Moi, je n'y crois pas trop. Peut-être qu'ils seront désillusionnés après et qu'ils vont perdre assez de plumes. L'une des raisons aussi pour lesquelles la contestation n'accepte pas le gouvernement d'union, c'est peut-être aussi parce qu'elle ne peut pas en contrôler la tête, puisque IBK persiste à maintenir Boubou Cissé en place, alors que la contestation ne veut plus de ce Premier ministre-là. Oui, c'est beaucoup plus une histoire de marché, c'est-à-dire que chacun met dans la balance ce qu'il a comme argument solide pour faire plier l'autre. La position de IBK par rapport au maintien de l'actuel Premier ministre est une proposition aussi qui peut être soumise à réflexion et qui peut, à un niveau, être revue. C'est-à-dire que IBK dira, bon voilà, moi je maintiens mon Premier ministre, l'opposition dit non, on ne veut pas de lui, mais ils vont avoir des discours radicaux. Mais après, je pense que pour aller loin, pour avancer, je pense que IBK peut être capable d'accepter le départ de l'actuel Premier ministre. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer la montre pour que les frustrations qui se concentrent sur lui-même, il puisse les rediriger sur le Premier ministre pour que le Premier ministre devienne finalement l'enjeu des discussions? Non, les Maliens ne sont pas dupes. Hein. Ils savent que leur cible, c'est IBK. Ils le maintiennent dans leur ligne de mire. Et donc, même si le Premier ministre démissionne aujourd'hui, ça n'arrangerait pas la situation. Les Maliens, pour ceux qui contestent aujourd'hui, ils veulent voir partir IBK du pouvoir. Et ils mettent la pression tous les jours pour qu'il puisse partir. Mais malheureusement, la situation politique et sécuritaire qu'il y a au Mali aujourd'hui ne permet pas
un départ de l'actuel président, à moins que la situation passe à une vitesse de croisière. Voilà, les jours à venir ou lors de leur prochaine manifestation. Mais pour le moment, exiger que le président parte, ce n'est pas acquis d'avance. Et donc le Premier ministre qui est là a fait ce qu'il peut, et je pense que Ibeka aussi a fait ce qu'il peut. Le problème ne se trouve pas dans le camp de Ibeka aujourd'hui. La solution de la crise au Mali se trouve dans le camp de l'imam Dicko. Parce que toutes les exigences, en tout cas les 60-75% des exigences ont trouvé des réponses. Le point culminant, c'est le départ de Ibeka. Mais oubliant que Ibeka n'est pas arrivé au pouvoir par la force des choses. Il est arrivé au pouvoir par une élection qu'il a portée aujourd'hui, qui lui a permis de commencer son deuxième mandat. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, la rue n'est pas la solution. Même si vous sortez tous les Maliens dans la rue, si Ibeka ne veut pas démissionner, il ne va pas démissionner. Alors, la solution, c'est d'aller peut-être à l'organisation d'une élection anticipée, comme je le disais tout à l'heure. La transition, un gouvernement de transition n'est pas... le Mali n'est pas en guerre, le Mali n'est pas en conflit. Mali n'est pas en crise politique. Voilà, et donc la crise, elle est venue, elle est née de quelque part, et ce n'est pas encore arrivé à un niveau où il faut préconiser un gouvernement de transition, sinon la CEDEAO aurait proposé la même nature de ce gouvernement-là. Ça n'a pas été le cas, et donc aujourd'hui, il faut comprendre que chacun doit jouer sa partition pour sortir le Mali de cette situation-là. On a dit formation de gouvernement d'union nationale, 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition, 20% pour la société civile. Je pense quand même que c'est donné. La Cour constitutionnelle a été dissoute. Les élections seront annulées dans certaines circonscriptions. Le fils de Ibeka a démissionné. Il y a eu des concessions qui ont été faites. Le camp de Dicko doit comprendre que lui aussi, pour marquer le cœur des Maliens, doit faire un pas. Le pas le plus important, c'est d'aller vers la recherche de solutions pour sortir le Mali. Finalement, la situation au Mali, on est comme en train de s'éloigner aussi d'un certain nombre de revendications qui étaient plutôt des revendications sociétales. Par exemple, ce qui avait fait descendre les gens dans la rue, c'est d'abord la question des 31 députés dont l'élection a été invalidée, mais il y avait la situation sécuritaire, il y avait la corruption, la situation de l'éducation. Finalement, on laisse tout ça et on parle politique. Oui, on parle politique parce qu'il y avait des visées politiques cachées. Il y a des visées politiques cachées. Donc, il nous en souvient que sur ce plateau, nous avions fait ce débat-là. Que s'ils ne savent pas poser leurs revendications, s'ils ne sont pas conséquents, ils vont se mélanger les pédales. Et aujourd'hui, c'est ce que le mouvement de contestation, bien les acteurs qui portent ce mouvement sont en train de faire. Donc, aujourd'hui, aussi, en voulant adopter une situation de défi envers la CEDEAO, donc ils sont en train de se tirer des balles dans les pieds parce qu'on a vu leur déclaration après la médiation, après la sortie du communiqué de presse de la CEDEAO. Nous avons vu comment est-ce que certains acteurs de cette contestation ont réagi. Lorsqu'on se met à dos l'entité sous-régionale qui est appelée à vouloir vous rassembler, à faciliter même les discussions entre vous, lorsqu'on se met cette entité à dos, donc c'est que soi-même, on se marginalise. Donc, mais il faudrait également, Samuel, qu'on insiste sur, disons, une lecture au niveau de nos oppositions africaines. On a comme l'impression que nos oppositions africaines ne prennent pas des leçons par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Cette situation que vit aujourd'hui le Mali sur le plan politique, donc je n'évoque pas l'aspect sécuritaire ou bien l'aspect sociétal, sur le plan politique est similaire à des situations vécues dans d'autres pays. Mais comment est-ce que l'opposition s'est comportée pour perdre assez de marge de manœuvre? Voilà la même posture qui est adoptée aujourd'hui par les acteurs de ce mouvement de contestation du côté du Mali. La question sécuritaire est très importante. C'est vrai, vous l'avez soulevé. On a comme l'impression qu'il l'occulte délibérément parce que
c'était un chapelet de revendications pour amener les gens à sortir. Aujourd'hui, si vous parlez de la sécurité chez un Malien, mais là, le Malien est prompt à vous écouter. Parce que si vous développez seulement des approches de solutions aux problèmes sécuritaires, ils sont très réactifs parce qu'ils ont besoin d'avoir justement cette sécurité-là. Parce qu'avec le mouvement, avec les djihadistes, la sécurité n'est plus maîtrisée. Mais lorsque vous leur direz que vous avez des antidotes contre l'insécurité, promptement, donc les gens vont vous écouter comme un prêtre qui fait le prêche à l'église. Maintenant, il y a aussi, sur l'aspect sécuritaire, il y a un aspect très important. Il faudrait que ceux qui vont se jeter dans les rues, ceux qui vont manifester, aient cette assurance-là qu'ils vivent dans une société, que cette société est également productrice. Autrement dit, que cette société leur est redevable, que cette société va bien se comporter, va bien leur rendre ce qu'eux aussi ils rendent à la nation. Lorsque la société est corrompue, parce qu'ils ont également évoqué ce côté de la corruption qui a amené même le président, le fils du président Ibeka, qui est en charge de la commission sécuritaire à l'Assemblée nationale, à reconsidérer sa position, à même démissionner, à même quitter ce poste. Donc il y a des points très importants. Qu'est-ce que le citoyen lambda malien veut aujourd'hui? C'est la sécurité, c'est le développement des activités, avoir une sécurité même au niveau économique, au niveau financier, au niveau même des affaires, une sécurité au niveau du climat des affaires. Donc si les Maliens l'ont, donc je ne crois pas qu'ils vont s'intéresser beaucoup plus à la chose politique. Mais ce qui n'est pas, le leitmotiv, ce qui guide les premiers acteurs. Les premiers acteurs, ils veulent le pouvoir, mais autrement, parce qu'ils veulent fragiliser dans un premier temps le pouvoir de M. Ibeka et essayer de l'arracher. Mais la procédure n'est pas la bonne. En tout cas, vu la manière dont la situation se présente aujourd'hui, les prochains vendredis risquent d'être à nouveau très chauds. Oui, vraiment, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Heureusement, la semaine dernière, ils ont appelé à une journée de prière. On ne sait pas ce que les autres jours vont donner. Et les vendredis aujourd'hui au Mali sont des jours très dangereux pour le pouvoir et aussi pour la population, parce que la dernière fois, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Voilà, c'est beaucoup, on n'en a pas besoin et on verra ce que ça donnera véritablement. Si tant est que les acteurs qui sont concernés par cette crise ont la réelle volonté de sortir le Mali de cette situation, ils pourront s'y mettre. Moi, je le dis toujours, le camp de l'imam Diko a aussi sa partition à jouer. Il faut qu'il regarde et qu'il pense aux Maliens. Les Maliens n'ont pas besoin d'être dans cette condition aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un président qui est contesté, oui, mais derrière, il y a aussi la question de la population, la question de la sécurité, la question de la liberté des Maliens. Et c'est ça qui est plus important. Ça ne sert à rien de faire partir un président si le Mali ne pourra pas sortir de ce fléau de terrorisme et si le Mali va tout le temps perdre encore ses enfants, ses militaires sur les fronts à lutter contre le terrorisme. Il faut réfléchir à la question beaucoup plus profondément. Voilà qui nous amène à la grande pause et nous revenons après le journal pour continuer.